Bonjour, je suis Coraline Damien, consultant pour Project Council, ici à l'hôtel Talleyrand à Paris. Je suis aux côtés d'Isabelle Otto, directeur juridique du groupe Télécom Orange, en charge de l'expertise internationale et des litiges groupes. Bonjour Isabelle Otto. Bonjour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous décrire en quelques mots votre parcours professionnel ? Très volontiers. J'ai un parcours un peu atypique parce que je suis une avocate. J'ai été avocate pendant plus de 20 ans, associée d'un cabinet à l'époque assez important, puis j'ai eu mon cabinet pendant 8 ans, jusqu'à ce que, effectivement, je cherche à rentrer dans un grand groupe, et ce fut France Télécom Orange, dont je suis donc un des directeurs juridiques depuis 5 ans et demi maintenant. Qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui à participer à ce cycle de conférences dans le cadre du Corporate Counsel Institute ? Alors, ce qui m'amène sans doute, c'est ma spécialisation depuis maintenant plus de 30 ans dans l'arbitrage international. Et donc, ces 2 tables rondes de l'après-midi étaient dédiées à l'état de l'arbitrage international aujourd'hui. Donc, c'est dans ce cadre-là, et c'est d'ailleurs ce qui fait un peu la spécificité de ma position, peut-être en France en tout cas, compte tenu justement de cette expérience en matière d'arbitrage où généralement les gens comme moi restent dans les cabinets, alors que moi je suis rentrée dans un groupe avec donc une activité très proactive, comme on dit en français, en matière de litige et notamment de litiges importants et structurants pour le groupe. Alors l'arbitrage justement, nous avons beaucoup entendu parler aujourd'hui de tactiques guerrières ou encore de guérilla tactiques, lesquelles sont de plus en plus utilisées par les entreprises. Pensez-vous que le recours à ces tactiques soit devenu aujourd'hui inévitable pour les entreprises ? Non, certainement pas. Bon, ça fait peut-être partie un peu des slogans. Il est vrai que l'arbitrage étant devenu, et ça a été, moi comme d'autres, l'un de mes combats pendant des années, devenu le mode normal de règlement des litiges internationaux, il était peut-être inévitable que ce mode de règlement des litiges devienne, disons, plus contentieux qu'il n'était avant. De sorte que maintenant, on voit développer dans les arbitrages des comportements qui étaient auparavant très courants dans les litiges ordinaires, devant les cours dits étatiques ou les tribunaux, mais pas en arbitrage. Donc ça, c'est une chose. Il y a aussi le fait que l'arbitrage a pris une voie qu'il est temps de redresser, disons, qu'il est peut-être un turning point. Et l'un des messages que je ne cesse en tout cas que j'essaye de convoyer aux uns et aux autres, c'est que les entreprises elles-mêmes, c'est-à-dire les parties, ont une responsabilité première, pas naturellement unique, mais une responsabilité première dans ce qu'on peut appeler effectivement une certaine dérive de l'arbitrage international, et donc que j'appelle les sociétés, donc les parties, et donc leurs general counsels généralement, à s'engager directement, à prendre directement les choses en main et les responsabilités, évidemment en étroite coopération avec les avocats. C'est comme ça qu'on rend à l'arbitrage toute l'utilité qu'il a et qu'il doit continuer d'avoir pour les entreprises qui ont besoin, quoi qu'il arrive et quel que soit le développement des modes dits alternatifs et en réalité amiables de règlement des différends, disons un mode efficace de règlement de leurs litiges, c'est-à-dire aboutissant non pas à un accord, puisque pour signer un accord, une transaction, il faut être 2, mais lorsqu'on ne peut pas arriver à un accord, qu'on ait un moyen derrière efficace d'arriver à une sentence avec autorité de chose jugée, exécutoire partout dans le monde, ce qui est précisément l'objet de l'arbitrage international. Dans quelle mesure peut-on dire que le rôle du directeur juridique est vraiment crucial dans la conduite de la procédure d'arbitrage ? Je ne dis pas conduire, parce qu'il ne s'agit pas pour les directeurs juridiques de se substituer aux avocats, ça n'aurait aucun sens. Mon expérience d'avocat est qu'on n'est jamais plus efficace que lorsqu'on a en face un directeur juridique qui a absolument la maîtrise de la chose et qui s'engage. Donc en réalité, entre le General Counsel et l'avocat ou la firme d'avocats, c'est une coopération qui s'instaure. Et lorsque je dis qu'il doit s'engager, c'est qu'en revanche, il y a des décisions à prendre en permanence, donc des responsabilités à prendre, et que ce n'est pas à l'avocat qui, lui, a pour objet et en fait pour devoir, dans un certain sens, de faire tout ce qu'il est possible pour défendre les intérêts de son client au mieux, y compris peut-être d'employer des tactiques dilatoires qui vont vous coûter très cher, mais il appartient à la partie
de décider de ce qu'il convient de faire au mieux. Et en réalité, c'est très en amont de le lancement de l'arbitrage, dès lors qu'on est demandeur. Et de toute manière, au tout début de l'arbitrage, avec notamment les conférences de management de la procédure ou la signature de l'acte de mission, qui sont les Terms of Reference, qui sont signés à la fois par les représentants des parties et par les arbitres, que les choses doivent être décidées. Décidées, c'est-à-dire quel est l'objet du litige, le simplifier au maximum, les questions de droit qui se posent, quels sont les moyens de preuve que l'on va employer, que tous les délais qui sont attendus, y compris même le délai dans lequel on attend une sentence, de sorte que, from the outset, dès le début, et quelle que soit la culture juridique des parties, qui dès lors n'a pas d'importance, puisque ça fait l'objet finalement d'un accord de procédure au départ, ça c'est une condition première à ce qu'un arbitrage soit efficace. Et il faut pour cela s'engager. Et il n'y a que les parties elles-mêmes qui peuvent s'engager. Et normalement, c'est évidemment à travers leurs représentants dans ces matières qui sont les General Counsels. Enfin, dernière question. Pensez-vous que les États doivent intervenir afin de limiter les dérives liées à l'arbitrage? La réponse est non, mais la réponse est peut-être oui dans certains cas. Non, parce que précisément l'arbitrage se développe sous l'égide des États, sous l'égide de législation nationale, de conventions internationales, mais précisément c'est une procédure qui a pour but d'organiser la liberté. C'est-à-dire que les parties sont libres. C'est une procédure sur mesure. Et c'est en cela que les parties doivent se la réapproprier à chaque fois. Ce n'est en aucun cas une sorte de ready-made. En revanche, lorsque vous dites les États ne pourraient-ils pas intervenir, il arrive que ce soit encore nécessaire lorsqu'on a affaire notamment à certains États, pour le coup, qui sont partis à des arbitrages commerciaux, qui emploient, disons, tous les moyens de leur pouvoir auxquels ils ont du mal à renoncer. Il arrive parfois que les arbitrages ne puissent pas arriver à terme et que du coup on puisse mener des arbitrages que grâce aux traités d'investissement passés avec les États, qui eux-mêmes généralement contiennent des clauses d'arbitrage, enfin des clauses de recours à l'arbitrage en cas de menace sur un investissement dans un pays donné, de sorte que, mais dans certains cas spécifiques, il est vrai que pour mener à bien une procédure et donc presumably des droits derrière, de faire respecter des droits, disons que le parapluie politique sert encore, puisqu'on parle de traités d'investissement bilatéraux, de traités généralement bilatéraux d'investissement. Merci de nous avoir accordé cet entretien. C'était un plaisir.